Salut, c'est Manon. Après une petite pause dans la publication des derniers épisodes de podcast, je me suis dit que ce serait pas mal de me représenter. Après une formation en sciences politiques, j'ai travaillé à Berlin, puis j'ai repris mes études pour apprendre à entreprendre. C'est dans ce contexte, de retour à l'école, que Camille et moi nous nous sommes rencontrés. On a donc lancé à la fin de notre master Talk Universe, le concept store dédié au plaisir, qui replace la sexualité au cœur du bien-être. En parallèle, j'ai lancé ce podcast, Talk Entreprendre dans la sexualité. Ce podcast, c'est pour montrer qu'on n'est pas les seuls à entreprendre dans ce milieu si particulier ou pas de la sexualité. Et aussi pour que vous rencontriez les personnes qui pensent à votre bien-être avec des services et produits trop cool et innovants, des produits que vous pouvez également retrouver pour certains sur notre boutique en ligne talk-du6univers.com. Ce podcast, c'est aussi pour qu'on réfléchisse ensemble sur la sexualité sous toutes ses formes et que ce ne soit plus un tabou pour personne. Parce que la sexualité, d'une manière ou d'une autre, ça fait partie de la vie. Pour réfléchir encore mieux, vous allez voir qu'à partir de maintenant, les invités du podcast vont venir de plus en plus d'univers différents. Parce qu'entreprendre, c'est monter une start-up ou n'importe quelle forme d'entreprise, mais c'est également créer une association, être indépendant et indépendante dans l'influence, dans la performance pornographique, artistique, humoristique, ou encore la réalisation de films, de documentaires, etc. Alors rendez-vous sur notre Instagram ou sur la boutique talk-univers.com après l'écoute de cet épisode. Bonne écoute! En fait, j'avais trois, on va dire, leviers de motivation quand je suis entré dans le porno. Tout d'abord, c'est l'expérience sexuelle parce que ça reste quand même quelque chose d'hors norme et peu de personnes ont la chance de vivre. Ensuite, c'était l'aspect financier, comme je l'ai évoqué. Et après, c'était aussi le côté un peu entrepreneurial qu'on peut avoir dans le porno parce qu'en fait, étant donné qu'on n'a pas d'argent et qu'on est très indépendant, on a vraiment la main en fait sur ce qu'on produit, ce qu'on sort en termes de contenu, en termes de vidéos, en termes de shows, etc. Et en fait, c'est cette partie-là qui m'a plu parce que j'ai toujours voulu avoir un projet à moi et le porno était et toujours aujourd'hui le meilleur moyen de faire ça. Donc c'est trois ambivalences, mais surtout le côté projet. Donc après, je me suis intéressé au milieu associatif et je me dis, mais en fait, dans quel milieu je suis pertinent et ma voix peut être audible. Et je me suis rendu compte qu'en fait, dans le porno, j'avais une voix et un propos qui était que les gens respectaient et écoutaient. Donc je me suis dit, si je peux faire avancer cette cause, ne serait-ce qu'un petit peu, et donner une image, et essayer de combattre trois clichés, et essayer de faire avancer cette grande cause des travailleurs de sexe, faisons-le. L'entrepreneuriat attire de plus en plus de candidats. On dit que le sexe a toujours fait vendre. Pourtant, rares sont les entrepreneuses et entrepreneurs à oser franchir le pas du milieu de la sexualité. Il y a plein de choses à faire pourtant. Éducation, nouveaux pornos, applications, contraception, sextoys et autres accessoires. Il y a même un mot dédié pour les startups mêlant technologie et sexualité, la sextech. Vous pouvez trouver beaucoup de podcasts très intéressants sur l'entrepreneuriat, beaucoup de podcasts sur la sexualité sous toutes ses formes, mais qu'en est-il des deux ensemble ? Les entrepreneuses et entrepreneurs dans la sexualité et le plaisir existent pourtant, mais ils peinent parfois encore à se faire voir et entendre. Il y a encore sûrement plein de place à prendre dans ce milieu, alors qu'attendez-vous si cela vous intéresse ? Parce que peu importe vos peurs, il faut oser, comme souvent, et là peut-être plus. Mais l'entrepreneur ou l'entrepreneuse qui crée et vend des sextoys, qui réalise tous vos fantasmes, vous éduque sur votre corps ou monte un club libertin, rencontre en fait des problèmes souvent similaires à celui ou celle qui crée la dernière application à la mode, un jeu vidéo ou encore un restaurant. On verra quand même les quelques différences qu'il peut avoir. Le marché de la sexualité et des plaisirs est vaste, il touche tout le monde de plein de manières différentes et c'est pour ça que c'est un marché très intéressant. Avec le podcast de Talk, je vous propose de vous inspirer des entrepreneuses et des entrepreneurs qui ont osé. Bonjour Alexis. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je vais faire spoil, je vais te laisser te présenter, tout simplement. Ça marche. Alors, je m'appelle Alexis Tivoli, j'ai 27 ans, je viens de Bretagne, de Brest, mais je suis à Paris depuis maintenant 6 ans. Je fais plein de choses dans la vie, mais ce dont je vais surtout parler aujourd'hui, c'est mon métier d'acteur porno. Que je fais depuis maintenant 6 ans. J'ai tourné pour une dizaine de productions, j'ai fait un peu plus de 100 vidéos. Et puis, en parallèle de ça, je fais un petit peu de show en live. J'essaie de participer à quelques conférences et quelques tables rondes sur le statut de travailleur du sexe, parce que c'est un statut qui a besoin d'être défini et qui a besoin d'être aidé. Mais voilà, dans les grandes lignes. Ok, d'accord. Et du coup, pour commencer, comment t'as eu envie de devenir acteur porno ? Est-ce que c'est une vocation comme une autre Alors, je sais pas si on peut parler de vocation. Ça serait bien de dire qu'on a la vocation d'être acteur porno. Mais oui, mais après, il y a des gens vraiment qui, pour connaître on a plusieurs typologies dans le métier d'acteur porno. On a ceux qui voudraient être acteurs
et ne pouvant pas, n'ayant pas de casting, se contentent entre guillemets du porno. Et donc c'est toujours drôle parce que sur la partie comédie, c'est ceux qui sont le plus à fond dans la partie comédie, alors que les autres trouvent toujours ça un peu cliché, un peu redondant, mais eux sont à fond, donc c'est rigolo. Mais comment je suis venu à ça? En fait, j'étais en école de commerce qui m'a coûté une certaine somme, puisque c'était une école privée. Et un jour, un producteur m'approche et je me dis... certes, niveau fantasme et sexualité, ça peut être très intéressant, je peux découvrir de nouvelles choses, mais il y a comme une question de visibilité qui est inhérente au métier d'acteur porno et ça peut être très dangereux. Et puis finalement, au bout de quelques semaines, en voyant mon compte bancaire qui n'allait pas mieux, je me suis dit, finalement, le porno, ça peut être bien. Et en fait, j'ai vécu une super expérience que je vis encore souvent en tournage, c'est-à-dire que j'ai rencontré plein de personnes qui humainement étaient top. J'ai fait des vidéos qui maintenant, avec du recul, sont pas la meilleure des qualités parce que je regarde la caméra tout le temps, parce qu'on voit que je suis pas le plus relax du monde. Mais du coup, je suis rentré comme ça. C'était des débuts, normal oui, d'essayer. Mais c'est mignon. Enfin, je trouve ça presque touchant de voir à quel point, heureusement, j'ai évolué dans 6 ans, autant corporellement que dans mon comportement à la caméra. Mais c'était un peu une casserole. Ok. Et à quel moment, un producteur te contacte ou te rencontre, il aime bien ta tête, c'est un peu se faire opérer dans la rue comme pour les autres acteurs, c'est la même chose? Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment comme en fait on parle, c'est un peu comme du casting sauvage pour tout ce qui est shooting, cinéma, pub, etc. En fait ça c'est l'un des moyens. Après il y en a beaucoup maintenant avec l'ère des réseaux sociaux qui sont démarchés à travers les réseaux sociaux parce qu'ils ont déjà une visibilité qui est importante et donc des productions se rapprochent d'eux et après il y a toujours un onglet casting et recrutement entre guillemets dans tous les sites de prod et apparemment surtout pour le confinement ils en ont reçu des millions puisque les gens s'embêtaient tellement qu'ils se sont dit est-ce que je me reconvertirais pas dans le porno et donc ils ont reçu des millions c'était pas des millions mais des milliers de candidatures. Ah ouais, ok, ça voilà. J'avais pas entendu ça, c'est intéressant. Il y a le boom des sextoys, mais il y a aussi le boom de carrière, d'envie de carrière dans le porno. Mais clairement, bon après, quand le déconfinement s'est fait, on s'est rendu compte que beaucoup de vocations avaient été étouffées dans l'œuf, parce qu'en fait, voilà, c'est beaucoup de gens qui s'enflamment, mais peu de casting concret derrière. Mais c'était rigolo de voir ce phénomène-là avant le confinement. Ok, et donc du coup, en fait, t'as très vite, t'as réfléchi, t'as vu les enjeux, les risques d'avoir cette visibilité-là dans le porno, mais qu'est-ce qui t'a convaincu du coup? Ce qui m'a convaincu, en fait, je pense que, mais comme pour beaucoup d'acteurs et de personnes qui rentrent dans ce milieu-là, en fait, j'avais 3, on va dire, leviers de motivation quand je suis rentré dans le porno. Tout d'abord, c'est l'expérience sexuelle, parce que voilà, ça reste quand même quelque chose d'hors norme, mais peu de personnes ont la chance de vivre. Ensuite, c'était l'aspect financier, comme je l'ai évoqué. Et après, c'était aussi le côté un peu entrepreneurial qu'on peut avoir dans le porno, parce qu'en fait, étant donné qu'on n'a pas d'argent et qu'on est très indépendant, on a vraiment la main en fait sur ce qu'on produit, ce qu'on sort en termes de contenu, en termes de vidéos, en termes de shows, etc. Et en fait, c'est cette partie-là qui m'a plu parce que j'ai toujours voulu avoir un projet à moi et le porno était et toujours aujourd'hui le meilleur moyen de faire ça. D'accord, donc c'est 3 ambivalences, mais surtout le côté projet. Ok, c'est marrant. Oui, parce que bien sûr, l'aspect financier, ok, mais c'était pas que ça. Parce que souvent, on a cette image-là que c'est que l'aspect financier qui motive les gens. Non, bien sûr. Après, ça reste. C'est ça qui est aussi particulier avec le porno, ça reste de l'argent facile dans le sens où on reçoit une grosse somme d'argent pour peu d'heures. Après, ça c'est une petite somme d'argent par rapport à la visibilité qu'on engage, à la nudité qu'on met en ligne, c'est évident. Mais après, moi, ce qui m'a fait rester, puisque j'ai un boulot à côté qui me rapporte assez d'argent, ce qui m'a fait rester, c'est clairement cette option de pouvoir faire à côté un projet de marque de sous-vêtements ou un projet de sextoy ou un projet de divers projets comme ça qui sont greffés au tournage en eux-mêmes. Et c'est ça qui m'a vraiment fait conserver l'envie de tourner du porno. Ok, la voix que tu pouvais apporter aussi. Oui, bien sûr. À travers, après, en fait, je me suis rendu compte. Et après, en lisant les contrats et en rencontrant d'autres personnes, parce qu'en fait, on n'est pas si loin que ça en termes de vie au quotidien des travailleurs du sexe de rue, mais aussi, en fait, c'est ça qui est, petite parenthèse, ça qui est particulier avec le milieu des travailleurs du sexe, c'est que c'est à la fois la prostituée de rue qui va faire des passes à 20 € et l'escorte ou l'acteur porno connu internationalement qui va faire un tournage ou un acte sexuel pour 2000 ou 3000 dollars la journée ou l'heure. Donc, on a cette espèce de spectre qui est très improbable, mais et j'ai perdu ta question. Voilà. Non, je disais juste que du coup, il y avait pas, bien sûr, il y avait l'aspect financier qui était une motivation, mais pas que, et pas tout le temps, parce que souvent on utilise ça pour caricaturer de manière péjorative les gens qui s'engagent dans le porno, alors que c'est pas, il y a vraiment, voilà, comme on disait, des vocations, des vraies envies qui sont autres que financières. Bien sûr. Et puis avant, j'étais beaucoup plus, avant j'avais tendance, dès que quelqu'un me disait qu'il voulait commencer un porno, à lui dire mais oui, viens, tu vas voir, c'est génial. Et maintenant, j'ai un discours un peu plus carré, dans le sens où je dis oui, mais en fait je vais encore dire visibilité une 3e fois, mais l'image que tu vas engager et surtout à l'ère d'internet aujourd'hui, ce que tu vas
une fois que tu mets un pied dedans, en fait, il n'y a pas de marche arrière. Tu peux espérer que la vidéo va être retirée, tu peux faire un procès au producteur, mais in fine, aujourd'hui, voilà, si une personne veut gagner de l'argent avec le sexe, c'est beaucoup plus intéressant d'être travailler du sexe dans le privé. Et voilà, je pense qu'il faut avoir une petite problématique d'ego et une volonté aussi entrepreneuriale derrière si on veut être acteur porno ou actrice. Et d'assumer, jusqu'au Et d'assumer à fond. Après, moi, je pense toujours que je reçois souvent peut-être pas, mais une fois par jour un message d'insulte. Mais c'est quand même souvent une fois par jour. Oui, une fois par jour, du coup, maintenant je le dis à voix haute, oui. Non, genre par rapport à 15 messages positifs et à des commentaires élogieux, je reçois quand même 1 ou 2 messages d'insultes. Mais finalement, je me dis tout choix qui est, déjà je le prends avec beaucoup de second degré, heureusement, mais je me dis tout choix qui est assumé et souvent respecté. En fait, les gens, à partir du moment où tu assumes tes choix, tu en parles librement, je pense, ont un respect, alors que si tu le vis avec seulement une demi-conscience, là c'est un peu plus compliqué. Ok. Du coup, avant d'aborder vraiment plus ce que j'aurais dû faire dès le début, d'ailleurs, l'aspect vraiment vocabulaire pour que tout le monde comprenne, mais j'ai utilisé le mot acteur et actrice parce que c'était plus simple, mais il y a d'autres mots aussi qu'on utilise souvent, et aussi l'aspect du coup vraiment financier, comment t'es payé et tout, parce que je pense que c'est intéressant, enfin surtout sur l'aspect du coup entrepreneurial des choses. Je voulais te demander, c'était quoi ton image du porno avant d'être dedans, parce que t'as commencé à quel âge du coup? J'ai commencé à 21 ans, ce qui est tôt et tard à la fois, parce que avec du recul, je me dis que à 18 ans, j'aurais eu ce côté un peu je suis frais, je suis nouveau, et voilà, mais ouais, 21 ans. Voilà. Ok, 21 ans, et c'était quoi ton image du porno, alors c'est 3 questions en même temps, peut-être porno, sexualité, éducation sexuelle, est-ce que ça allait ensemble ou pas? Alors, oui et non. Alors, l'image que j'avais du porno, c'était une image qui me faisait beaucoup rêver parce que je voyais les acteurs français partant aux États-Unis, qui avaient l'air de s'éclater, qui avaient des corps de rêve et qui semblaient gagner des millions. J'avais pas du tout cette image que, par exemple, mes parents avaient du porno, c'est-à-dire un milieu très sale, très malsain, et voilà, j'avais une image relativement saine, ou en tout cas très, très business. Donc ça, après, oui, je liais ça à une forme de sexualité, mais je l'ai découvert après. C'était un doute que j'avais, que c'est confirmé dans le sens où le porno, même si on travaille avec le sexe, n'est pas un milieu sexuel, dans le sens où une fois que la caméra ne tourne pas, bon, après il y a des super ambiances de tournage, des gens qui adorent le sexe, c'est un fait, et je pense qu'on a un peu besoin d'aimer le sexe pour faire du porno, mais plein de fois en tournage, surtout à l'étranger, ou parfois on tourne avec des hétérosexuels, ou avec des gens qui sont en couple, ou avec des gens qui ne sont pas naturellement très sexuels. Quand la caméra s'arrête, tout le monde reprend son portable, son café, son paquet de cigarettes, ou on fait autre chose. donc c'est la pause, la vraie pause, voilà, c'est du bureau, pause. Quoi. Et honnêtement, ça se défend parce que parfois on tourne pendant 6-7 heures, et du coup le fait de toucher quelqu'un d'autre pendant que la caméra ne tourne pas devient compliqué. Et voilà, mais et après d'éducation sexuelle, c'est un lien un peu indirect, mais ce qui m'a vraiment étonné, ce qui m'étonne toujours, c'est que je tourne avec des acteurs qui parfois ont 18-20 ans, donc ils sortent du lycée, ou enfin pas du collège, c'est terrifiant, du lycée, donc ils sont censés avoir une éducation sexuelle comme tout le monde, et en fait ils ont des remarques notamment vis-à-vis de la santé sexuelle, des IST, des MST, qui sont un peu terrifiantes, à dire oui mais du coup j'ai pas avalé donc il y a aucun risque, ou non mais il avait l'air en forme du coup je m'inquiète pas pour le VIH, ou alors après ça c'est un niveau d'éducation. Après il y en a qui confondent VIH et SIDA, ou qui font des amalgames. Ça encore, je me dis, ils ont la base des connaissances, c'est juste qu'il y a des choses qu'on besoin de clarifier, mais certaines remarques, je leur dis bon, assieds-toi 10 minutes, on va faire un petit update sur 2-3 trucs, parce que là surtout, sachant que tu vas être confronté à une multitude de partenaires, il faut que tu sois au clair avec tout ça. Ok, et ça, peu importe l'orientation sexuelle, que ce soit homme ou femme, milieu social, âge, il y a, enfin si du coup jeune, 18 ans, etc., il y a des lacunes un peu d'éducation sexuelle. Il y a des lacunes, c'est évident. Après, pour avoir tourné avec des hétérosexuels hommes-femmes et des homosexuels hommes-femmes, les homosexuels hommes sont souvent les mieux renseignés en termes de santé sexuelle, parce qu'ils sont souvent aussi en première ligne du VIH ou d'autres maladies comme ça. Ça reste une population qui est très à risque. C'est surtout à eux qu'on fait comprendre que soi-disant ce sont les plus à risque, alors que c'est pas forcément le cas quand même. Vrai. Bonne correction. Mais c'est ceux à qui on a envoyé le message le plus souvent, à qui on a communiqué ce message, sont les mieux renseignés. Et après, par contre, je fais pas vraiment de distinction de milieu social ou de sociologie, parce que c'est vrai que dans le porno, pour certains, c'est une activité qui est tellement ponctuelle et tellement hors de leur quotidien professionnel qu'il y a des gens, et il y a des gens se sont moqués de moi quand je dis ça, il y a des gens qui sont chirurgiens qui font du porno, comme il y a des gens qui sont sans emploi et font du porno. Donc il y a vraiment tous les types de sociologie à travers. Ouais, justement, c'était l'une de mes questions avant même d'aller sur le film, enfin comment t'es payé, etc.
comment tu gagnes ta vie. C'est quoi la différence entre ces acteurs, actrices qui sont à plein temps et ceux à mi-temps ou temps partiel ou à côté ou voilà, je sais pas comment dire. Mais... Après, alors, ça serait bien qu'il y ait des temps pleins dans le porno, mais je crois que ça n'existe pas. En fait, on a, comme je disais un peu plus tôt, il y a pas, enfin, comme je disais en off plutôt, il n'y a pas de contrat aujourd'hui pour le travail d'acteur ou d'actrice porno. Il y a des contrats des contrats à durée vraiment très déterminés d'engagement pour une demi-journée, une journée où on va préciser que c'est un acte d'artiste-interprète qui du coup peut être déclaré pour avoir le statut d'intermittent. Mais très peu de personnes l'ont en France puisque déclarer 35 heures de tournage porno, même pour quelqu'un qui tourne beaucoup, c'est compliqué. Donc je crois qu'il y a 1 ou 2 acteurs, actrices en France qui ont ce statut. Mais donc ça c'est pour l'aspect financier. Non, quand je dis à temps plein, c'est pas forcément un CDI bien sûr, non, mais qui font ça comme activité principale en fait. Et la vraie différence c'est que je pense que c'est un choix de vie qui est tellement énorme et c'est aussi accepter que c'est très clivant vis-à-vis de la société dans le sens où tu peux pas dire à un dîner avec des amis oui je suis actrice. Enfin, c'est difficile de dire je suis acteur ou actrice porno parce que souvent le regard est péjoratif ou souvent on imagine que tu vas passer ta journée à t'envoyer en l'air et que c'est génial. Mais derrière il y a comme une certaine forme de précarité. Il y a des revenus qui sont plutôt instables et aussi il y a souvent quelqu'un qui a les reins très solides et qui est capable de gérer sa carrière comme on gère une société, c'est-à-dire de savoir quels sont ses revenus, quels sont les projets dans lesquels il va investir l'argent mais où il est pas sûr d'avoir un retour sur investissement. Je pense que c'est quelqu'un qui est un petit peu fou et qui n'a pas vraiment analysé tous les risques, soit quelqu'un qui a une vraie vision business et qui sait vers quoi il se lance. Du coup, c'est la deuxième personne normalement. J'espère. J'ai pas encore. Enfin, là, je suis sur un projet de calendrier et j'essaie de bien le mettre sur papier avant de me lancer. Je suis encore sur la partie création et photo, mais c'est vrai que je suis un peu en train de me demander concrètement. Je veux pas me retrouver avec 600 calendriers de mois dans ma chambre, donc j'essaie de faire un flux tendu, mais c'est compliqué. Mais oui, il faut réfléchir à chaque détail parce que voilà, on n'est pas Madonna ou Lady Gaga à avoir 1 million à mettre sur un projet qui potentiellement ne marchera pas. Donc voilà, chaque décision est pensée. Donc tu réfléchis en fait en termes de coût marketing de ton image, ou qu'est-ce que tu vas payer seulement pour l'image et qui va être un investissement indirect pour avoir des retours après ou... Ah mais évidemment, et puis même pour faire parler avec des gens qui sont influenceurs sur des domaines plus génériques, plus généraux. Je pense que la visibilité, on n'est pas en mesure d'avoir... Quand on met notre visibilité en jeu et quand on communique sur les réseaux sociaux, on sait qu'on va pas avoir un retour sur investissement immédiat, mais il faut être capable de créer cette espèce d'image un peu féerique de l'acteur porno où tout se passe bien et de véhiculer la meilleure image vis-à-vis des tournages et de sa carrière pour ensuite créer un trafic mais très indirect vers une production et que la production sache que ce trafic vient de toi. C'est quelque chose de très lointain et de très particulier comme circuit et qui est très long, mais voilà, on n'est pas quelqu'un qui vend un produit qui va ensuite recevoir directement des royalties d'un produit. On reçoit pas, par exemple, certaines personnes pensent qu'on gagne de l'argent sur les vidéos de nous qui sont vendues. Eh bien non. Donc voilà, c'est une espèce de jeu très improbable où en fait voilà, plus notre vidéo se vend, plus indirectement le producteur se rend compte qu'on est quelqu'un qui fait vendre et du coup le retour est fait ensuite parce qu'on est réengagé, mais il n'y a pas de royalties ou de système de retour sur investissement direct sur la vente des scènes. Ok. Et du coup, on va peut-être faire un petit point vocabulaire maintenant. Vas-y. Du coup, là, on a utilisé le mot acteur, actrice pour l'instant. Je sais qu'on dit beaucoup performeur aussi. Du coup, c'est quoi la différence exactement? Est-ce que tu peux réexpliquer et selon toi aussi? Alors moi j'aime bien le terme de performeur parce que déjà ça sonne très anglais et c'est très pratique à mettre et c'est un terme valise pour dire un peu tout n'importe quoi, mais moi je me sens performeur parce que pour 2 aspects. Tout d'abord parce que je fais aussi des shows en live avec de vraies chorégraphies, de vraies chansons où je fais la roue, je saute en l'air et je vais essayer de rajouter de plus en plus de choses, donc voilà, il y a vraiment l'aspect de performance. C'est pas forcément à voir avec la pornographie. Pas forcément à voir. Après ça reste comme des tenues qui sont très très légères. Ok, ça pourrait être même de l'érotisme, mais qui pourrait être de l'érotisme, du burlesque, voilà. J'en sais rien. Mais en fait et ça recoupe encore le côté on va dire qu'Alex Tivoli ça pourrait être une marque qu'on met ce qu'on veut dedans, et justement les shows érotiques et les feuillages, en fait on avait un projet juste avant le confinement, donc comme quoi 2020 aura vraiment été la pire des années. Mais avec un ami à moi, en fait on devait faire un tour de France et on avait commencé à vendre des dates à certains saunas, certains clubs, certaines discothèques. En fait on devait faire un spectacle qui allait vraiment
du burlesque un peu comique et feuillage mignon à quelque chose de beaucoup plus porno. Et justement, on avait ce show de 30 minutes à décliner et après le Covid est arrivé, tout a été décalé. Mais donc voilà, performeur, j'aime bien pour cet aspect-là et aussi parce que et ça se développe de plus en plus. Maintenant, le métier de travailleur du sexe commence à avoir une résonance politique qui est de plus en plus importante pour plein de raisons, parce que par exemple pendant le Covid il y a eu aucune aide vis-à-vis des travailleurs du sexe parce que forcément il y avait d'autres personnes, il y a tout d'abord des personnes qui étaient en plus grande précarité et d'autres personnes à prioriser, ce que j'entends tout à fait. Après même pour les tournages porno qui sont quand même le côté entre guillemets respecté, classe et visible des travailleurs du sexe, on va dire. Même on a reçu zéro information vis-à-vis du Covid, c'est-à-dire qu'on peut littéralement faire ce qu'on veut. Personne nous a dit arrêtez de tourner ou tourner différemment. Après, chaque production a un peu vu midi à sa porte et a fait des choix vis-à-vis de ses acteurs et la santé de ses acteurs. Et certaines ont été hyper conscientes et on dit pas de bisous, ou alors on stoppe les tournages pendant un mois et demi, prise de température, test PCR. Chacun évalue le niveau de risque pour ses acteurs. Mais voilà, donc voilà pourquoi j'aime Performer, pour l'aspect politique et l'aspect un peu valise du fait de pouvoir faire après plein de projets derrière. Okay. Après, il y a pas vraiment de terminologie exacte et qui ne correspond pas à la réalité. Chacun, je pense, choisit le terme pour décrire sa réalité. Il y en a qui font aussi du gogo ou du strip. Du coup, Performer, ça prend tout son sens parce qu'ils font vraiment 3 ou 4 activités derrière. Ok, ouais, parce que en anglais, on dit performer pour, mais on va préciser performer quoi, genre. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que, ouais, enfin après moi quand je parlais de ce mot-là en français autour de moi et du fait que par exemple je voulais t'interroger ou quoi, on m'avait dit mais performer, moi j'aime pas trop le mot parce que ça, en français on pense à performance et donc du coup comme si en plus déjà la pornographie a déjà cette image-là d'être à fond que sur la performance, alors que par exemple dans je sais pas moi le porno peut-être plus alternatif, ça va être plus artistique et donc voilà, mais ok, d'accord. Et il y a beaucoup à dire sur le porno justement alternatif comme tu le dis et mainstream, et il y a un énorme truc, enfin on finira le point vocabulaire d'abord, mais il y a un gros truc à dire sur le porno, voilà, mainstream. Justement par exemple, tu vois, c'est quoi la différence? Pour faire simple, et c'est peut-être une remarque que je ferai un peu négative vis-à-vis de... Donc, pour je cite un exemple, en fait, j'ai participé avec Lisa Del Sierra, qui est une actrice porno hétéro assez connue, qui est adorable et avec qui d'ailleurs je devais tourner malheureusement Covid à nouveau. Je devais tourner pour elle, mais pas avec elle. C'est très drôle de tourner avec elle d'ailleurs, mais non. Et en fait, on a été ensemble à une conférence qui était tenue par le Strass. Et donc elle était je te rappelle ce que c'est le Strass. Désolé, le Strass, c'est le syndicat des travailleurs du sexe, donc qui doit représenter normalement de la prostituée jusqu'à l'actrice ou acteur porno. Donc il y avait elle qui est comme très représentative du porno mainstream. Ça fait 20 ans que du porno, pour faire simple, grande production américaine ou française, corps hyper dessiné, corps très standardisé et souvent très gros caché, et porno très classique, 3 positions, gros éclairage et voilà, rien de très personnel. Le fameux script en gros du plombier, fellation, pénétration, éjaculation faciale et voilà. Et Spoon, et demain, enfin, il y a une super série comme ça qui s'appelle Hard sur Canal+, où un moment le réalisateur décrit, dit bon, comme d'hab, fellation, péné anal, et puis on fait les éjacs de main. Enfin bon, c'est typiquement ce type d'organisation. Et après, d'un autre côté, il y a le porno qu'on peut appeler alternatif, indépendant ou politique, qui justement se veut de montrer d'autres corps et d'autres sexualités, ou simplement une sexualité qui soit moins axée sur la performance, qui aujourd'hui a du mal qui perce dans certains milieux, mais qui a du mal à vraiment avoir un plus grand impact et une plus grande visibilité, tout simplement parce qu'aujourd'hui on fonctionne dans le porno comme dans la musique ou dans le cinéma dans une telle immédiateté de tout. En fait, on est habitué, avant on achetait un VHS, on allait au marchand de journaux, on attendait que mamie soit au lit, on allumait le VHS de 1h30. Maintenant les gens regardent du porno en 5 minutes sur leur iPhone, sur leur smartphone en allant aux toilettes au bureau, donc on n'est plus tous à la même découverte du contenu. Donc c'est pour ça aussi, je pense notamment que les gens ont du mal à se pencher sur un porno que sur alternatif. Pourtant, je pense qu'il y a une vraie demande, il y a des choses très bien qui se font. Après, ce que j'avais trouvé dommage, et je tenais à citer cet événement-là, donc on participe à une conférence organisée par le Strass avec donc Lisa Del Sierra, moi-même, donc qui fait un peu des deux pornos, mais surtout du porno mainstream, parce que malheureusement, à un moment, le côté financier est quand même très présent, et c'est aussi malheureusement les offres qu'on fait principalement en termes de porno et de contenu dans lequel participer. Et il y avait une troisième actrice, et en fait, Lisa Del Sierra, en marge de la conférence, s'est fait traiter d'Arienne, je ne sais plus quoi. Enfin, déjà, Arienne, je trouvais ça hyper violent. Et après, d'Arienne sexiste, ou je sais plus quoi, tout simplement parce que justement, en fait, on lui reprochait d'avoir cette forme de sexualité soumise à l'homme.
dans le porno qu'elle représentait. Alors je vais dire Ariane Bourgeoise, mais c'était pas ça la bonne formulation. En gros, on lui reprochait d'être soumise à l'homme hétéro blanc et d'être très pénétrocentré, et que tout se passe dans un porno qui peut être décrit comme violent vis-à-vis de la femme. Après, elle a un point de vue. Alors déjà, plein de choses à dire de ce côté-là. De un, c'est dommage que la branche du porno qui se veut justement indépendante et alternative se retrouve à critiquer la sexualité de quelqu'un d'autre, alors que c'est pas du tout son rôle. C'est pas le but. C'est pas le but, et c'est complètement, c'est pas nécessaire, et ça ne fait pas avancer. Et ensuite, et ça me fait penser à un autre point que je voulais aborder. Beaucoup de personnes me disent, mais les femmes dans les pornos, on a l'impression que elles subissent, que ça envoie la pire image de la femme au monde. Alors oui, il y a clairement un travail à faire sur l'image de la femme dans le porno, et je pense qu'il y a des grosses avancées à faire là-dessus. Par contre, sur la façon dont les femmes sont traitées sur les lieux de tournage, j'ai jamais vu un milieu professionnel, bon, c'est peut-être beaucoup des milieux professionnels que je fréquente, mais quand une femme actrice arrive sur un tournage, c'est la personne la plus respectée, et c'est elle qui donne la ligne sur tout. C'est-à-dire qu'elle fait exactement ce qu'elle veut, c'est elle qui donne le lead sur tout, et c'est elle qui a la voix sur absolument tout, sur l'ensemble des pratiques. Alors évidemment, ça pose même pas la question, enfin, ça aborde la question du consentement, et le consentement est évident, et c'est même pas, ça ne devrait même pas être une problématique dans le porno. Mais voilà, je tiens à dire que les actrices porno sont vraiment des figures du porno qui sont très respectées lors des tournages. Alors, bien sûr, c'est pour les grosses productions, les productions en France. Enfin, j'imagine qu'il y a forcément des productions avec des dérives comme partout. Exactement. Mais en tout cas, sur la plupart, et notamment pour les grosses actrices françaises, même la plupart du porno, en tout cas qui est fait en France, ça se passe dans de très bonnes conditions. Avec après, on a tous eu des mauvaises expériences et tous des moments où ça s'est pas bien passé, mais après, ce qui est chouette au niveau des réseaux sociaux, et ça qui a aussi changé la donne, c'est qu'avant on avait tendance à être un petit peu comment on appelle ça, l'étalon d'une écurie, c'est une très mauvaise image, mais bon, d'être le poulain d'une écurie, et voilà, appartenir à une production, et on n'avait pas vraiment la voix sur ce qu'on faisait, on n'avait pas forcément la main sur notre image. Aujourd'hui, c'est l'un des avantages des réseaux sociaux, c'est que malheureusement, heureusement, si une actrice porno ou un acteur porno a un souci avec une production, il est capable d'engager une communauté et de faire part de sa mauvaise expérience. Alors parfois c'est un peu surfait ou c'est faux, mais en tout cas cette possibilité est ouverte, et ça par contre ça permet à des actrices porno de se défendre, et aussi de prévenir d'autres actrices de ne pas aller vers telle ou telle production parce que les pratiques sont pas les bonnes. D'accord, vous pouvez vous passer le mot, il y a vraiment il y a une vraie solidarité et une reprise de contrôle et de pouvoir sur votre image qui est énorme, sur l'image de l'acteur et de l'actrice qu'il n'y avait pas avant, quoi. C'est évident. Ok. Et du coup, comme je te disais, je passe d'une question à l'autre souvent. Du coq à l'âne. Je t'avais dit que je poserais la question sur comment tu gères tes finances finalement en tant que performeur et donc gestionnaire de ta carrière seul, parce que du coup tu disais qu'il n'y a pas d'agent pour les acteurs porno. C'est Pourquoi ça, exactement. Il n'y a pas d'agent tout simplement parce qu'à partir du moment où in fine, on a comme une prestation sexuelle qui sera rémunérée, même si ça peut être très scénarisé, peut y avoir plein d'éléments qui s'entremêlent, mais in fine, on a comme une prestation sexuelle, donc on ne peut pas dans la loi française avoir, et même dans la plupart des lois européennes, avoir de tierces parties qui viennent entre la production et nous, puisque c'est considéré comme du proxénétisme, qui est donc puni par la loi. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas d'agent et qu'on se retrouve à gérer nos carrières tout seul, c'est-à-dire démarcher nous-mêmes les productions, envoyer des fiches casting, organiser des cafés, et voilà, et chercher du boulot comme un peu tout à chacun. Okay. Donc c'est quoi la journée type la journée d'un type performeur qui veut vraiment être passer sa carrière, quoi. Alors moi du coup moi c'est un cas, enfin c'est pas un cas un peu particulier parce que c'est le cas de beaucoup d'acteurs et actrices. J'ai un travail à côté, donc pendant 5 ans je travaillais dans le monde de la nuit gay parisienne, donc tout le monde savait que je faisais du porno à côté. C'était même un petit peu un sujet de discussion dans le sens où les clients parfois du bar venaient pour me rencontrer moi. Donc c'était chouette, en termes d'ego c'était assez génial comme moment. Donc voilà, maintenant je suis dans une maison d'édition, ce qui est beaucoup plus normé comme travail, et un peu étrange à vivre forcément au quotidien, parce que quand on reçoit des centaines de messages de gens qui nous adorent et qu'on voit des milliers de vues sur nos vidéos, et qu'après on redevient assistant la journée, du coup être le moins valorisé de son entreprise, on se dit qu'il y a vraiment deux mondes dans une même personne, et voilà. Mais en fait la journée hors tournage, c'est la journée classique de travail avec beaucoup de réponses aux mails, on essaie de s'engager avec sa communauté parce que les réseaux sociaux aujourd'hui ça représente comme une grosse part de notre travail, et après souvent des Skype avec d'autres acteurs, des Skype avec
marques, des journalistes. Et après, moi, je sais qu'en ce moment, et depuis 1 an, je tourne le soir et le week-end. Donc parfois, j'ai un tournage tout le samedi ou tout un week-end. Parfois, je pars le week-end à l'étranger. Mais du coup, c'est très, très serré en termes d'organisation. Donc, je prends un avion à 23h et je tourne le lendemain à 9h. Donc, c'est un peu compliqué. Mais c'est intéressant. On rencontre toujours des personnes chouettes. Et après, maintenant, ça se fait un peu moins, surtout en raison du Covid. Mais parfois, on part tourner 4-5 jours, ce qui sont comme les meilleures expériences parce qu'on a plus le temps de se poser, de découvrir les villes dans lesquelles on va. Et j'ai notamment tourné à Prague 3 ou 4 fois, je crois. Et c'est l'une de mes villes préférées en Europe. Et voilà, on a vraiment l'option de... On a 1 heure de tournage qui est définie, on a un planning qui est arrêté dès qu'on arrive, et après, en fait, on a un peu la main sur le temps qu'on passe là-bas quand on est pas en tournage. On doit être prêt à telle heure et donner le meilleur de nous, et on sait à une demi-heure près combien de temps dure le tournage, mais le reste du temps, et souvent, et ça qui est assez cool, c'est qu'on reproduit un petit schéma familial quand on est entre 4-5 acteurs, et souvent, le producteur qui est local et qui est du pays nous dit, bah, par contre, on va prendre 1 jour off sur les 7 jours de tournage, et vous allez visiter la ville, on va aller dans tel bar, tel resto, tel musée, et donc voilà. Donc on n'est pas tout le temps en train de faire une partouze quand on n'est pas en tournage, heureusement. Voilà. Non, mais bien sûr, mais non, ce que je disais, c'est voilà comment tu t'organises, et voilà, donc tout ça, toute la logistique finalement avant et après le tournage. Pendant, évidemment, c'est la production qui prend en charge, mais avant et après, c'est toi qui gères, quoi. Oui, bah, c'est moi qui gère. Après, c'est beaucoup de, comme je disais, de communication. Après, bah, parce que c'est aussi logistique, c'est beaucoup aussi je fais une dizaine d'heures de sport par semaine, je fais des UV. Je reste en bonne santé pour être pour moi-même et pour aussi être le meilleur en tournage. Et voilà, après, ça qui est drôle, c'est que sur mon travail, parfois, 2 jours, ça va être très soft parce que ça va être le mois d'août. Mais par contre, les tournages vont reprendre de la rentrée. Donc, je vais être incalé des tournages ou répondre à des interviews. Donc, je sais qu'au mois d'août, surtout j'étais seul dans mon bureau. Donc, c'était 3h30 de mon vrai travail. Et le reste du temps, du coup, j'avais mon ordi perso allumé à côté. J'étais, non, je ne fais pas du montage de vidéo, pas du tout. Et donc, voilà. Donc, ça donne des journées parfois assez intéressantes. Ok, d'accord. Ouais, donc c'est vraiment un double emploi. Et justement, souvent, on parle du fait que c'est difficile de se reconvertir. Tu disais tout à l'heure, de se reconvertir ou de faire 2 activités en même temps. Tu disais tout à l'heure que quand on commence dans le porno, bah, on s'engage et c'est un peu à vie. Ça va nous suivre ou nous poursuivre. Ça dépend comment on le prend. Là, le fait d'avoir repris un autre emploi plus classique, tu leur dis que t'es acteur à côté? Je leur dis pas. En fait, à chaque fois, je tâte j'ai eu pas mal d'activités, mais j'ai majoritairement travaillé dans le monde de la nuit, et là ça fait 3 mois que je suis dans cette nouvelle entreprise. À chaque fois je tâte un peu le terrain pour voir quelle est l'ambiance et à quel point je me sens confortable et en sécurité dans telle ou telle entreprise. Dans une de mes anciennes entreprises, ça s'est su, et j'ai eu une discussion très compliquée avec ma responsable qui m'a dit, parce qu'à l'époque j'étais à l'accueil de l'entreprise, elle m'a dit, bon, j'ai clairement configuré imaginé que j'allais te licencier. Je suis d'accord, ok. Et elle m'a dit, parce que voilà, t'es comme en première ligne de l'image de l'entreprise. Elle m'a dit, après, finalement, peu de personnes te reconnaissent et tu fais du bon travail, donc on va te garder. Après, moi, c'est peut-être un côté un petit peu revanchard que j'ai. Les quelques acteurs qui ont perdu leur emploi à cause du porno ont toujours eu gain de cause, puisque la seule clause qu'on peut faire jouer, c'est la clause d'exclusivité de notre travail de jour, mais elle est souvent très rare, et le porno ne représente pas une telle charge horaire en termes de travail que ça pourrait déstabiliser notre travail de jour. Mais je sais que j'ai un ami par exemple qui s'est fait licencier de l'armée à cause de ça, et je crois qu'il a gagné quelque chose comme 50 000 euros parce que justement on s'était porté en fait, c'était un petit peu basé sur la visibilité de son homosexualité qu'ils l'ont licencié, plus que vraiment sur le fait que c'était du porno. Puis là, c'est l'armée, donc c'est public, donc c'est différent aussi. Oui, c'est encore différent. Ouais. C'est pas une entreprise privée. Mais je sais que si un ami s'est fait licencier de Disney, parce que Disney n'apprécie pas trop qu'une personne qui vende des mais dans les deux cas, public ou privé, enfin, ils n'ont pas vraiment de raison valable pour. Non, bien sûr, évidemment. Après, voilà, je pense que ça rend parfois un peu fou de configurer les 2 vies dans la même journée. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai autant l'envie que le besoin de faire vraiment le distinguo entre les 2. Ok, d'accord. Donc là, tu leur as dit. Alors, dans cette entreprise-là, je l'aurais pas dit. Okay. Peut-être qu'ils écoutent Talk. Ah oui, pardon. Mais non, mais je l'aurais pas dit. Mais voilà, après, si jamais quelqu'un vient vers moi, je suis quelqu'un qui assume absolument tous mes choix de vie. Là, c'est juste que c'est pas venu dans la conversation, comme ils savent pas que je suis en couple, alors que je vis très bien mon couple. T'as pas besoin de te justifier, c'est vrai. Enfin, je te pose la question parce que je me demande si, tu vois, tu pourrais très bien parler de tes expériences, comment tu gères ta carrière, comment tu gères ton image. Tu serais influenceur sur un autre sujet.
Oui, bien ça aurait sûr. été plus facile de mettre en avant cette expérience, alors que là, du coup, tu te poses quand même la question parce que c'est de la pornographie. Oui. Ils vont tiquer et ils vont dire non, quoi. Exactement. Et alors que c'est fou, il y a des fois, je me dis, il y a des fois, je fais des petites erreurs sur mon travail et je me dis, il y a un petit truc en moi qui me dit, mais quand même, par contre, à côté, dans mon autre travail, je viens de boucler un contrat à 2000 € pour un futur tournage parce que j'ai réussi à me valoriser, à utiliser tel et tel argument et parce que je suis reconnu comme quelqu'un de professionnel, sur qui on peut compter. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué quand d'un côté ça va mal de se dire, oui, mais de l'autre côté ça marche vraiment bien. Et du coup, il y a toujours cette ambivalence qui est un peu particulière. Ouais, du coup, ouais, ok. Bah, je viens de me rendre compte qu'on s'était aussi perdu dans nos questions parce que j'avais posé la question, du coup, comment t'es payé. Du coup, c'est au tournage, c'est soit à la journée, soit à la scène, c'est ça? Alors, ça se passe comment? C'est tourné à la scène le plus souvent. C'est-à-dire que parfois les gens me parlent de film, mais en fait, un acteur voit rarement, quand il tourne, en tout cas, le débouché, enfin, le format final, c'est-à-dire le film, parce qu'un film, ça peut comporter 3 ou 4 scènes, avec des acteurs différents, parfois le même acteur qui revient dans les 3 scènes. Mais nous, on est vraiment payé à la scène, donc on sera payé, j'en profite pour glisser un petit peu nos salaires, on est payé entre 120 € pour les débutants, parfois pour une scène qui dure 3 ou 4 heures. 120 € les 3... Ouais. Ok. Ah non, ouais. 120 € c'est quand même plus pour le format qu'on appelle gonzo, c'est-à-dire amateur, très hook-up de la vie de tous les jours et plan privé. Donc là c'est plus comme 120 €, c'est plus pour un tournage qui va durer 45 minutes, 1h30. Après pour les tournages qui durent parfois 7 ou 8 heures, on sera plus payé 250, 300 €, ce qui reste quand même peu. Oui, ce qui reste quand même peu. Voilà. Okay. Mais voilà, après je pense que c'est à chacun, et c'est aussi là que le côté business prend la main, c'est-à-dire que c'est à chacun de savoir aussi la visibilité qu'il est capable de dégager, la communauté qu'il est capable d'engager et voilà, de négocier son salaire. Moi, maintenant, je suis à un stade où je me permets de négocier mon salaire parce que j'allais dire, j'ai pas besoin du porno, oui et non, mais genre, je suis capable voilà, d'essayer d'avoir un peu de bagou et de dire, bah, finalement, la scène qu'avant, tu me payais 200, maintenant, je pense que ça vaut plus le coup que tu me payes 350 ou 400 ou 500. Et voilà, après, c'est à chacun d'avoir les armes pour se défendre derrière, mais il est quand même le tarif de base un peu et ouais, tout 120, le temps le même 150. et on peut pas, c'est pas, quand on est complètement débutant, c'est un peu non négociable, quoi. C'est un petit peu non négociable. Après moi, je suis contre le fait par exemple, j'ai une production qui fait à la fois des tournages SM, donc ils sont très intenses pour les avoir vécus, et des tournages plus classiques. Et en fait, ils sont partis au début, ils pensaient plus payer les acteurs pour les tournages SM. Finalement, ils ont gardé les mêmes cachets pour les deux, puisqu'ils partent du principe qu'on devrait le faire parce qu'on a envie de le faire en termes de curiosité sexuelle. Et pas se dire, ok, bon, c'est vrai que j'aime pas ça, mais pour 50 € de plus, je le fais. Parce que du coup, c'est le pire tournage du monde si jamais tu subis littéralement une douleur physique et que derrière, tu serres les dents en disant, oui, bon, il y a 50 € de plus et ça vaut le coup. Je pense qu'au moins là-dessus, humainement, ils sont transparents et savent qu'il faut le faire parce qu'on a comme une envie sexuelle derrière. D'accord, ok. Du coup, je voulais te poser aussi des questions sur la sexualité en général. Tu vois, je te posais des questions sur l'éducation sexuelle la dernière fois. Tout à l'heure, est-ce que tu penses que... qu'est-ce que tu penses du fait que on a l'impression, c'est plus ou moins avéré, que l'éducation sexuelle de nos jours, comme on l'a pas vraiment à l'école, à part rapide, le côté santé sexuelle, le porno est une offre réelle et recevable comme éducation sexuelle. Oui et non, dans le sens où je pense que le porno est vraiment... les gens ont tendance à oublier que le porno, c'est du cinéma. Il faut que ça reste du cinéma et que ça nous fasse rêver. Alors, peut-être pas pareil que Star Wars ou Harry Potter, heureusement. mais il faut que ça reste cette option, en fait, de fantasmer un corps, de fantasmer une situation. Mais heureusement, la vie n'est pas le porno et le porno n'est pas la vie. Sinon, certains ont peut-être une sexualité explosive et tant mieux pour eux. Mais après, je pense que... Par exemple, sur le discours que doit avoir un parent vis-à-vis d'un enfant qui regarde du porno, je trouve que le parent qui explique que c'est pas le diable et que c'est pas mal, que c'est un sexe qui est scénarisé, mais que le rapport le rapport sexuel dans la vraie vie doit être un rapport d'intimité, de confiance, de respect et d'écoute. Je pense que c'est ça la clé. Après, faut pas diaboliser ce contenu parce qu'il y a des choses qui sont tout à fait respectables et qui montrent des rapports sexuels tout à fait honorable, mais je me perds un peu, mais voilà, je pense que par exemple blâmer le porno pour après, j'ai pas le discours le plus construit, je pense que j'ai encore beaucoup de réflexions à mener là-dessus, mais blâmer le porno pour la violence par exemple les violences conjugales, je trouve qu'il y a un pont il y a des parallèles qui sont faits qui sont
pas toujours pertinent, dans le sens où voilà. Ouais, non, mais Point. pareil, c'est ce que tu disais au début. Enfin, en gros, c'est pas la réalité. Oui, heureusement. Il y a des violences qui sont claires dans le porno mainstream, si je puis dire. Mais c'est pas pour autant qu'on va faire la même chose chez nous. Oui. Ne le faites pas chez vous, c'est clairement le message qu'on devrait. C'est clairement ça, quoi. Enfin, c'est pas parce qu'on voit une fusillade que dans un film d'action qu'on se dit mon fils ou ma fille va faire la même chose à l'école. Non. Donc du coup, c'est pareil dans le porno. Après, parfois il y a du sexe violent qui fait fantasmer. Ça, c'est un autre sujet. Mais donc du coup, le fait que y a plein de jeunes garçons comme filles, hein, principalement garçons pour l'instant, qui apprennent un peu, je sais pas moi, des techniques le cunnilingus en regardant du porno. Je trouve ça dommage dans le sens où Après, c'est censé être de la fiction et pas un contenu éducatif, quoi. Oui, je trouve ça dommage dans le sens où, comme tu l'as dit, c'est censé être de la fiction et pas un contenu éducatif. Mais par contre, la vraie question, c'est je pense qu'on est tous censés, jusqu'à un certain point, découvrir de nous-mêmes les techniques, entre guillemets. Mais ça, comment le porno a cet avantage que, surtout sur les pornos mainstream et les gros pornos américains ou des grandes productions françaises, on peut prendre du plaisir en tant qu'acteur, mais en fait on nous demande d'être tellement visuel, tellement à ouvrir tous les angles, à faire puissance 10 tout ce qu'on ferait dans la vraie vie, qu'en fait ça, pour le coup c'est très visuel et on comprend très bien ce qui se passe. Et parfois je pense que oui, des gens apprennent des choses, mais donc tant mieux pour eux, mais la vraie question c'est qui est censé se prendre ce rôle éducatif et offrir cette éducation, je sais pas si on peut parler de technique, mais cette éducation aux pratiques en tout cas. Non, mais je pose la question parce que parfois j'ai l'impression que c'est un peu le seul référent très clair et visuel justement d'éducation. Là, il y a d'autres propositions qui se font, que ce soit avec Oh My God Yes ou quoi, que c'est pas si visuel que ça, mais par exemple Climax, c'est pas de la pornographie, mais c'est très visuel. Et moi, à force de lecture, de questionnement autour de moi et tout, j'ai l'impression que la pornographie a été une source d'éducation sexuelle pour beaucoup. C'est pour ça que je te demande en tant qu'acteur, genre, est-ce que voilà, on a pu te faire des reproches mais c'est un mauvais exemple que vous donnez aux jeunes. Mais alors ça plein de fois. Après par exemple le pari qu'a pris en fait je fais un parallèle mais qui va s'expliquer. Nikita Bellucci et son mari Ludovic, qui sont donc une actrice porno très connue et son mari qui est réalisateur, en fait ont pris le pari, ils font des vidéos, donc je crois que c'est pour le site web de Nikita, je fais pas de placement mais bon bref, ils font des vidéos autour de Nikita. Et en fait ils se sont dit finalement la comédie dans le porno a relativement peu d'intérêt, faisons passer un message de société entre guillemets. Donc ils ont fait par exemple ils se sont un peu moqués du fait que certains hétéros jouent beaucoup, garçons hétéros, acteurs porno hétéros, jouent sur le fait que ils mettent des photos de fesses, des photos un peu sexy pour justement le public gay qui les suit derrière. Ils se sont moqués. Là, on a écrit ensemble une vidéo autour des stéréotypes du VIH. Et donc, du coup, c'est un groupe d'amis à table qui dit, mais en fait, mon chéri, il vient de m'annoncer qu'il avait des VIH, c'est con, je l'adorais, mais du coup, dans 2 mois, il est mort. Et son pote lui dit, mais attends, le VIH, c'est pas tout ça en 2020. Les gens vivent vivent normalement, même si ça reste une contrainte. Et voilà, il y a une discussion qui s'ouvre. Et je me dis, finalement, c'est un pari qui est intéressant puisque ça ne durera que 2 minutes et les gens retiendront ce qu'ils peuvent, mais finalement vu qu'ils attendent un porno de qualité derrière, un porno qui sera très visuel et très qualitatif, au moins peut-être qu'on aura fait rentrer 2-3 idées et 2-3 bonnes infos sur ces 2 minutes. Du coup, c'est des vidéos sur des thèmes un peu comme ça, pris humoristiques, sur un sujet aussi sérieux que le VIH, que les photos des acteurs porno hétéros. Tourner en dérision et ensuite il y a une scène porno. Alors tourner en dérision il y a on va dire 3 minutes de comédie assez sérieuse entre guillemets, et après il y a toujours un petit jeu autour de, je sais pas, de la gorge profonde ou d'autres choses un peu plus comiques, et là après ça dérive sur la partie porno. Mais ils ont ce pari de pas faire pour la 1000e fois le plombier ou la fuite d'eau ou le livreur de pizza, et d'avoir au moins un sujet de société. Je me dis finalement c'est peut-être une méthode d'aborder des sujets qui comptent de façon légère et pertinente. Je connaissais pas du tout. D'accord, trop bien. Après, ils commencent à faire ça. Je crois qu'ils sont fait 6 ou 7 vidéos, mais ils ont aussi abordé le fait que une association comme le NI, qui aide certains acteurs et actrices porno à se reconvertir, à sortir du porno, et un message qui parfois. Le NI, oui. UNI ? Non, le nid comme un nid d'oiseau. NID. Ah, ok, d'accord. Oui, oui, le nid, d'accord. Ok, très bien. Et du coup, il faudrait que je me renseigne plus sur. Je les avais rencontrés une fois sur son émission de télé, et ils avaient un discours qui était assez violent, et ils disaient que le porno était littéralement la prostitution filmée.
et que on pouvait pas vivre le porno sereinement et avoir une vie chouette à côté. Et du coup, ce qui est quand même très violent quand on vit ça au quotidien et que on est habitué à ce message, mais quand on l'entend sur un plateau télé de la part de quelqu'un qui vous regarde avec un regard de mépris et de pitié, c'est toujours un peu particulier. Mais voilà, ils avaient notamment abordé ce sujet, la prostitution filmée, du consentement dans le porno, donc c'était assez intéressant. Ouais, j'avais du coup, j'ai eu peur parce que quand tu m'as dit l'UNIP, ça me faisait penser à un syndicat étudiant de très à droite, donc j'étais là, pardon. Mais le NI aussi, du coup, est assez conservateur. Oui, assez conservateur, clairement, voilà. mais ça, j'avais lu aussi. Ouais. Ok, et justement, ça fait le parallèle avec les obstacles que t'as pu rencontrer dans ton métier. Est-ce que ça va être par les messages d'insultes que tu peux recevoir chaque jour, ce genre d'associations, de collectifs qui vont complètement essayer de détruire ce que vous faites, ou c'est encore d'autres choses? Est-ce qu'il y a des combats, des obstacles qui t'ont plus marqué, qui t'ont forgé, Je pense qu'il faut vraiment, je leur dis comme j'ai dit il y a quelques minutes, je pense qu'il faut vraiment avoir les reins solides dans le porno, mais comme dans n'importe quel métier où on engage sa visibilité, puisque il y a forcément des gens qui n'ont pas aimé ce qu'on fait. Après, au bout de 7 ans, on apprend à rire, heureusement. Après, il y a toujours des propos qui font plus mal que d'autres. Je sais que parfois on insulte ma famille. C'est jamais quelque chose qui est plaisant. Après, maintenant j'ai une espèce de mantra. C'est une drag queen américaine qui dit What people think of... l'accent anglais. What people think of me is not of my business. Ce que les gens pensent de moi, ce ne sont pas mes affaires. Et quand on a ce mantra-là en tête, du coup, ça aide sur beaucoup de points. Mais voilà, je sais pas vraiment. J'avais un exemple en tête que j'ai oublié. Finalement, ces collectifs-là, on les rencontre rarement au quotidien, donc ça va. Après, le seul vrai obstacle que j'ai eu dans ma vie, c'est dans la vie sentimentale. Dans ma vie sentimentale, les garçons ont souvent du mal. Là, le garçon que je côtoie en ce moment vit le porno très bien, parce qu'en fait, il m'a dit au début, je pensais que t'allais me parler comme un truc explosif, complètement lunaire, etc. Il me dit, mais en fait, tu m'en parles vraiment comme ton autre travail, c'est-à-dire que tu me dis, je suis arrivé à tel tournage, ça s'est bien ou pas bien passé par rapport à tel ou tel point. C'était cool de revoir telle personne, et point, en fait. Et je lui parle pas parce que les pratiques au final reviennent toujours plus ou moins la même chose, mais en fait je pense que ça a beaucoup dédiabolisé la chose, mais pour beaucoup d'hommes ils se disent mais oui, mais ça veut dire que tu couches avec 8000 hommes par an, que tu te trimbales toutes les IST du monde et que tu es une traînée. Mais d'accord, donc même je sais pas, j'avais cette image très cliché, je te le dis, que peut-être dans le milieu gay, ce serait peut-être plus ouvert sur la question. Eh bien, même pas. On penserait, mais non. Même si, bien sûr, il y a la question quand même de l'inclusivité d'un couple juste à deux, pas un couple ouvert ou quoi, mais qui peut se poser du coup dans le porno, voilà. Mais je pensais que, je sais pas, comme le porno était un sujet qui avait l'air d'être un peu plus facilement abordé, que ce serait pas moins un problème. Non, ça reste toujours un énorme problème. Il y a plein. En fait, j'ai toujours les deux cas de figure quand je rencontre un garçon. J'ai soit la personne qui me dit j'ai les garçons compréhensifs qui représentent 3% des garçons que je rencontre. Et après, il y a 60%, c'est mais oui, pas de souci, c'est cool ce que tu fais. Et en fait, je me rends compte que toutes leurs questions tournent autour du porno. Et je leur dis, mais tu sais que j'ai une vie à côté du porno et qui veulent m'accompagner en tournage. Et je comprends vite que voilà, l'enjeu pour eux est ailleurs que dans la personne que je suis vraiment, et dans le civil. Et après, il y a ceux qui me disent non, ça va, c'est cool. Et dès que j'arrive en tournage, alors que c'est parfois à 600 km de Paris, ils me disent mais du coup, t'es où? Pourquoi tu me trompes? Je me dis ah oui, donc en fait, on aurait dû avoir cette discussion avant. Et voilà, donc il y a un peu les deux extrêmes, mais en fait, ça de l'extérieur. Maintenant, je le comprends, mais j'ai du mal à le penser. Pour moi, c'est tellement loin du rapport sexuel et du rapport d'intimité que pour moi, c'est comme quelqu'un qui danse, fait du théâtre ou tire à l'arc, quoi. Genre, c'est une performance physique et voilà, mais ça n'inclut rien. On est relativement peu impliqué émotionnellement dans le porno. Oui, non, mais ça, je pense que la plupart des gens, tant qu'ils vont pas sur un tournage, peut-être, c'est peut-être, et encore, ça va être très difficile à imaginer, tant les relations sexuelles et faire l'amour sont liées pour certains. Peut-être c'est ça. Oui, bien sûr. Après, il y en a beaucoup qui lient les deux, qui ont besoin de sentiments et de connexion à travers leur rapport sexuel. Après moi, ce serait hypocrite de dire que mes tournages n'ont jamais été sympas du côté sexuel et du côté ressenti humain, parce que parfois, on tombe sur un acteur ou une actrice qui correspond à ses critères physiques, avec qui on a un hyper bon feeling, et en plus, toute la scène se passe bien, on est bien réveillé, on est en forme, les positions sont chouettes, le scénario est pas ridicule. C'est vrai qu'une fois que tous ces prérequis-là sont posés, on a un rapport sexuel, une performance qui est hyper chouette. Et voilà, donc là-dessus, ça pourrait s'approcher de ce qu'on peut faire dans la vraie vie, mais ça arrive tellement rarement que ça reste épisodique et ponctuel. Ok, d'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que du coup, tu t'es quand même pas mal engagé à
à prendre la parole sur le sujet du coup des performeurs. Même du coup, tu t'es intervenu dans un festival qui s'appelait, j'ai oublié, le Snap. Le Snap, donc qui représente les travailleurs et travailleuses du sexe. Donc voilà, tu as voulu un peu montrer une parole politique de ce que tu fais. Pourquoi tu t'es dit, moi je peux le faire, moi je suis légitime, tu vois, par rapport à d'autres performeurs ou performeuses? Je pense que tout simple, déjà pour 90% des personnes qui font ce métier, ils le font pour le fantasme et pour l'envie d'un jour tourner un porno, mais leur combat s'arrête là, entre guillemets, et c'est plus voilà un désir qui est très personnel, et je le respecte tout à fait. Après, moi je suis quelqu'un qui naturellement a toujours été intéressé par la politique, mais j'ai vite compris que la politique c'était beaucoup de jeux d'ego et que les choses avançaient lentement ou pas dans le sens qu'on le souhaitait. Donc après je me suis intéressé au milieu associatif et je me dis mais en fait dans quel milieu je suis pertinent et ma voix peut être audible, et je me suis rendu compte qu'en fait dans le porno j'avais une voix et un propos qui était que les gens respectaient et écoutaient. Donc je me suis dit, si je peux faire avancer cette cause, ne serait-ce qu'un petit peu, et donner une image, et essayer de combattre 3 clichés, et essayer de faire avancer cette grande cause des travailleurs de sexe, faisons-le. Ok, d'accord. Parce que, par exemple... Après, il y a forcément une problématique... Enfin, je suis pas trop égocentrique, du moins j'espère, mais il y a forcément... Je pense qu'à un moment, il faut... ça serait se mentir de dire qu'il faut pas s'aimer et croire en soi un minimum pour accepter de porter cette voix et accepter de faire ce milieu-là. Non, mais bien sûr, mais tu avais quand même un intérêt de défendre une cause, en fait. De défendre défendre ou mettre en avant, promouvoir un projet, des gens, tout un domaine, un business avec des gens qui travaillent dedans, quoi. Bien sûr. Après, je pense que c'est aussi ça qui peut paraître un peu fou. C'est le premier milieu professionnel, entre guillemets, dans lequel je me suis senti aussi bien. Et à partir du moment où j'ai vu les inégalités et le fossé qu'il y avait avec voilà, d'autres statuts professionnels, je me suis dit, mais il y a clairement des choses à faire avancer. Il y a un combat à mener et je vis dedans et j'ai envie que ça avance et que ça aille mieux. Donc voilà. C'est la première fois de ma vie où je ressentais vraiment une telle inégalité et où je voyais des choses qui déconnaient clairement, et je me suis dit, allons-y, quoi. Ok. Est-ce qu'on peut aborder juste rapidement, parce que c'est vrai qu'on a surtout abordé ton activité d'acteur. Tu disais que tu étais escorte aussi. Je crois qu'il y a aussi un gros problème de vocabulaire là-dessus. Ouais. C'est quoi exactement escorte? Je pense qu'escorte... escorte, ça veut tout rien dire. Escorte, sur le papier, normalement, c'est quelqu'un qui accompagne un client pour une sortie culturelle ou un repas ou qui joue le rôle de petit ami pendant un week-end. Dans la réalité, surtout économique actuelle, c'est de la prostitution, mais plus dans le sens où c'est des passes à 300, 400, 500 euros la passe ou la nuit. C'est la prostitution de luxe. Pour le haut de gamme, prostitution haut de gamme, quoi. Exactement. Okay. Et c'est aussi un terme anglais que tout le monde comprend. C'est aussi pour ça qu'on dit escorte, parce que dire pute, c'est quand même très compliqué pour soi comme pour les autres, et ça passe souvent mieux de dire escorte, même si in fine c'est comme parfois la même chose. Après voilà, c'est quelque chose que on va dire que ça fait partie encore un petit peu du panel d'activités que j'ai, mais n'en tirant aucune... Je me sens pas mal de le faire. Je le fais parce que je l'ai déjà fait plein de fois, parce que financièrement ça apporte un peu de beurre dans les épinards. Après il n'y a pas ce côté projet, ce côté business derrière. Donc c'est pour ça que je l'ai fait les fois où financièrement j'étais pas confortable, et parce que aussi je pense que ça me donne une certaine légitimité quand je parle du milieu de travailleurs du sexe, mais c'est pas quelque chose dans lequel je m'épanouis autant que je peux m'épanouir dans le porno, parce qu'il n'y a pas tout ce côté business et projet. Alors que oui, il y a plein d'autres personnes qui s'épanouissent bien plus dans ce côté escorte, du coup qui vont en parler encore plus, mais parce que tu dis que ça t'apporte de la légitimité, mais parce que du coup, pourtant les acteurs et actrices porno sont considérés comme travailleurs du sexe, mais il y a quand même une différenciation entre les acteurs et du coup les escortes. Bien sûr, qui est énorme, parce que les escortes, la plupart des escortes que je connais en tout cas ont des revenus qui sont bien supérieurs à ceux des acteurs porno, mais restent dans une sphère très privée, et finalement on ignore tous deux. Enfin, on n'a jamais vu de fiche de paye où c'est marqué escorte. Bien sûr. Mais voilà, après ça reste... Si on prenait tous les gens qui sont travailleurs de sexe aujourd'hui, je pense qu'il y en a peut-être 25 qui sont escortes, mais ils représentent 80% des revenus en termes de volume, en fait, de ce secteur-là. Mais oui, on est un peu... Je pense que les acteurs et actrices sont les porte-parole de ce milieu-là, parce que les autres font le choix du privé et du secret, et je les respecte pour ça. Après, c'est pas forcément le choix que je fais aujourd'hui. Ok, ouais, bien sûr.
Ok, sinon pour finir, une question que je pose souvent, qui est encore une fois hyper large, hyper bordélique un peu. Dans le futur, alors tu prends la longueur que tu veux, 5, 10 ans plus. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il soit fait, changer dans la sexualité? Donc ça peut être plus dans ton milieu, enfin dans le pan de la sexualité dont toi tu parles, ou même en général. Enfin, je t'ai beaucoup parlé d'éducation sexuelle parce que pour moi tout est lié, mais est-ce qu'il y a des initiatives, des entreprises, des assos, des lois, tu vois, on parlait de politique, que t'aimerais voir émerger ou dans lesquelles t'aimerais t'investir? Tu vois, c'est hyper large, tu réponds comme tu veux. Ouais, c'est hyper large pour le coup. J'ai envie de dire plein de choses, mais en même temps, c'est dur de cibler. J'ai parlé des choses qui m'ont plus interpellé dernièrement. Il y a une super chaîne YouTube. À nouveau, je suis placement de produit alors que je les connais pas. Ça s'appelle Entre Mecs. Et que je trouve génial comme initiative parce que ça va paraître fou. Je suis pas quelqu'un d'hétérophobe, mais j'ai jamais eu d'amis hétéros de ma vie. Et du coup, de voir des garçons hétéros qui parlent tranquillement de sexualité ou simplement de vie privée entre eux, avec cette aisance, et où on se rend compte qu'en fait moi je me suis dit, mais en fait les garçons hétéros ils sont sensibles, ils ont des problématiques comme nous. Et vu que j'ai toujours été, j'ai jamais été le garçon qui faisait du sport, et jamais eu forcément trop d'amis en étant au collège ou au lycée, du coup ça m'a fait du bien de voir cette chaîne là, et je me dis mais c'est cool que les garçons expriment leurs ressentis et tout ça, parce qu'il y a un énorme travail qui est fait du côté des femmes et du féminisme qui avait besoin d'être fait et qui doit encore plus être mis en avant. Mais c'est aussi chouette d'entendre cette petite parole des hommes et de se rendre compte qu'il y a une sensibilité derrière et que qui a des besoins, des envies, des problématiques. Donc je pense que de ce côté-là, c'est une belle avancée niveau sexualité. Donc il y a de plus en plus de libération de la parole aussi des hommes hétéros, cis ou pas d'ailleurs, mais qui s'expriment sur la sexualité, pas que les femmes, quoi. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'a toujours fait rire, c'est que les hommes font facilement en groupe des grosses blagues très beaufs sur le sexe, mais finalement, les hommes ne parlent jamais de sexualité entre eux. Et en fait, il y a aussi un gros besoin en fait de réponse à plein de questions. Ce qui me fait toujours rire dans le métier d'acteur porno, c'est que tous les jours, je reçois une dizaine de messages. Alors, ça va du caractère médical, de personnes qui me disent j'ai un bouton à tel endroit, qu'est-ce que je fais? Et là, je me dis mais va voir un médecin, je ne suis pas compétent pour te répondre. Et aux vraies problématiques de sexualité, dans le sens où ils me disent j'ai mal, ou alors je comprends pas, j'ai des problèmes avec mon éjaculation, j'ai l'impression que mon pénis est trop petit. Et c'est des choses du coup qui touchent à l'intimité même des hommes, et on sait que pour beaucoup d'hommes c'est important, toutes ces problématiques. Donc il y a vraiment une parole qui a besoin d'être libérée, aidée, écoutée et promue. Donc voilà, il y a plus d'ouverture, plus de liberté et plus de respect aussi et de bienveillance. Je pense que la bienveillance, on a besoin tous dans tous les milieux, et encore plus niveau sexualité. Ouais, et en l'occurrence, du coup, là, au niveau des hommes, quoi. Et au niveau des hommes. Parce qu'on fait les costauds, mais en vrai, on est fragile et sensible. Ouais, bien sûr, comme tout le monde. C'est ça. Et super, on peut finir là-dessus. Ouais, ça me va. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à toi. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. C'est le 21e épisode, déjà, après une petite pause, me voilà de retour. Donc, comme vous avez pu le remarquer, encore une fois, et je vous avais déjà prévenu dans le 20e épisode, j'essaye de plus en plus d'ouvrir le champ des invités, c'est-à-dire que je ne vais plus seulement interviewer des CEO, des entrepreneurs, des entrepreneuses de start-up, comme on l'imagine actuellement quand on parle d'entrepreneuriat, mais aussi des gens qui entreprennent en général dans la sexualité. C'est-à-dire, c'est quoi entreprendre? Entreprendre en créant une association, entreprendre en étant influenceur, influenceuse, entreprendre en étant complètement indépendant, freelance, indépendant de son contenu, de ce qu'on dit, de son image. Et c'est exactement ce qui se passe par exemple avec Alexis et ce qu'il vous a expliqué pendant tout le long de cet épisode. Voilà, donc je vous souhaite vous montrer à quel point les métiers autour de la sexualité sont vraiment divers. J'espère que vous en avez appris beaucoup sur les travailleurs du sexe, que vous avez enrichi votre vocabulaire en essayant de comprendre la différence entre performeurs, performeuses, acteurs, actrices porno et aussi plein d'autres sujets qu'on a abordés pendant cet épisode. Bref, j'espère que les épisodes vous intéressent toujours autant, donc n'hésitez vraiment pas à continuer de partager vos réflexions en commentaire de l'épisode et en plus de me mettre quelques petites étoiles évidemment si ça vous a plu. Vous pouvez me contacter sur le compte Instagram talk-du8univers ou sur notre site internet talk-du6univers.com. Je vous mets les liens en description évidemment. En plus en ce moment on a moins 10% avec le code A2 grâce au clip réalisé avec Louisa Donna. Pour en savoir plus, je vous laisse aller sur le compte Instagram. Très vite.